Peux-tu nous présenter Squat Everyday? Ouais, très très bonne question. Squat Everyday. Attends, bouge pas, je vais faire un truc. Bouge pas. Non, je crois que je peux plus le faire là. Bon, je le ferai après, c'est pas grave. Bon, donc je disais, Squat Everyday. Squat Everyday, c'est un programme qui s'appelle le Bulgarian Squat Programming. Vous pouvez le trouver gratuitement sur Google. C'est un programme très connu, mais très connu pour être infaisable. Donc il y a quelques personnes arrogantes qui ont essayé de le faire, mais vous pouvez même voir des gens qui réussissent à le faire, mais il faut être dopé. C'est de notoriété publique dans les gens qui ne se mentent pas. Hein. On en a parlé avec Christian Thibaudeau la semaine dernière de ce programme. Si vous n'avez pas la pharmacie qui va avec, vous ne pouvez pas faire le vrai Bulgarian Squat. Donc, moi j'ai atteint un seuil de mes performances en haltérophilie parce que je manque de force dans mon squat et j'ai une anatomie qui m'aide pas spécialement à performer en squat. Donc ça fait quelques mois maintenant que je squatte 3 fois par semaine et que je varie les stimulus. Et donc j'ai eu des bonnes progressions sur mon 4, 5, 3 RM, mais pas spécialement sur mon 1. Donc j'ai voulu varier pendant le confinement et tester ce programme qui s'appelle Squat Everyday. Mais en fait je l'ai pris et je l'ai modifié sur des conseils d'un ami qui s'appelle Mehdi Alani, qui est un très bon athlète haltéro de chez PowerCamp et qui m'a expliqué que lui l'avait fait avec des modifications qu'il a apportées et qu'il était vraiment très content de ce programme. Alors j'ai commencé à le faire en ajoutant mes connaissances sur protocole de PM pour ne pas me blesser au niveau des jambes, en ajoutant du renfort spécifique au niveau du tronc pour améliorer mes postures et ça m'a vraiment aidé. Au passage, je suis quelqu'un qui, on dirait pas comme ça, mais je suis assez sociable avec les gens que j'aime bien. Donc j'ai monté une petite équipe. Donc dedans, on a Anthony Serp de CrossFit La Ciotat. Bonjour à La Ciotat. On a Orlan, mon fidèle padawan. On a Anthony Frisi aussi qui s'entraîne un peu à Vitrolles, un peu chez lui, qui lui nous fait des paires au back squat tous les 2 jours, ce petit bâtard. Et voilà, on a Alex aussi, voilà, on a Aubin, on a Julie qui coach chez moi. Et on a décidé de faire ce programme et c'est moi qui suis à la tête de ça, on va dire. Et je leur propose des petites variations. Donc on a tous notre renfort à nous qu'on se fait nous et on se fait des délires. Donc là, on a décidé de faire une semaine pieds nus. Sauf qu'en fait, ça nous a tellement plu qu'on devait faire 2 jours puis qu'on fait 4 jours. Et en fait, depuis que j'ai compris comment le programme fonctionne, j'ai proposé de le faire aux gens, mais je ne le fais qu'en suivi personnel. C'est-à-dire que on va jouer sur votre système nerveux central, et donc ça peut avoir ça peut décupler vos performances, mais au passage, pour monter à ce niveau d'intensité, il faut squatter proche de votre 1 RM tous les jours, et pour ça, il faut un regard technique sur comment vous squattez, 2, le bon renforcement musculaire qui va avec, au niveau des jambes pour pas se blesser, et 3 au niveau du tronc pour ne pas se blesser et consolider vos postures. Donc je ne le propose pas ce programme en PDF téléchargeable après paiement sur mon site. Je ne le propose qu'en suivi personnel. C'est-à-dire que les gens règlent, je les prends en visio. Ils m'envoient des vidéos de comment ils squattent, je leur dis comment modifier, voilà, je leur donne le renfort qui va avec, etc., etc. Et il y a un suivi. Et l'objectif, c'est déjà dans un premier temps de tenir 100 jours et puis on verra. Donc il faut le matériel nécessaire pour la maison. Voilà. Mais là, on joue sur le système nerveux central. C'est pas un programme de force où je travaille aux alentours des 80% et de temps en temps je monte. Non. Là, nous, ça fait 3 semaines qu'on est dessus. Et moi, en 3 semaines, j'ai éclaté mes barres. Mais par contre, tous les jours, je squatte des barres que je ne squattais pas avant. Donc on peut absolument pas faire autrement. Donc c'est un programme très intéressant que je vous conseille de faire.
mais je ne le fais qu'en suivi personnalisé. Est-il possible de progresser en haltéro avec un sport d'endurance à côté? Bien sûr. Bien sûr, le développement de la puissance est énorme sur le mouvement haltéro. Le développement des postures est très important aussi. Et le développement haltéro, c'est d'abord une problématique de vitesse. Quand tu fais de l'haltérophilie, tu vas avoir des problèmes de force qu'une fois que tu monteras vraiment lourd. Genre pour que vous commenciez à galérer en haltéro, il va falloir que vous restiez coincé sous une barre de clean. Mais avant d'arriver sous la barre de clean et que t'aies pas la force de remonter, il va déjà falloir 1. Avoir appris la trajectoire pour la tirer, 2. Avoir appris à chuter dessous, faire ça à un poids où ensuite t'as pas les jambes pour remonter. Donc l'haltérophilie, c'est 1. de la vitesse, 2. de la mobilité et 3. de la force. Donc il n'y a absolument aucun problème de développer ton haltéro pendant que tu fais de l'entraînement endurance. Ensuite, est-ce que tu peux développer ta force pendant que tu fais l'entraînement endurance? Oui. Oui, tu peux. Surtout qu'au début, les premières années, les 3 premières années de votre entraînement en force, votre problème, c'est pas un problème de force, c'est un problème de système nerveux. Votre système nerveux, il est pas encore développé. À mon niveau à moi, ou à un niveau d'un athlète entraîné depuis quelque temps, depuis 3, 4, 5 ans qui fait des sports de force, là, on est vraiment dans le développement de la force, parce que le système nerveux central, il est déjà développé. Quelqu'un qui débute dans ses 3 premières années, c'est pas un problème de force qu'il a, c'est un problème de système nerveux qui n'est pas développé. Donc, la première base, quand tu vas commencer à faire du lourd, tes barres vont augmenter et grossir, même si tu fais de l'endurance avec, parce que c'est pas vraiment du développement de la force, c'est du développement du système nerveux central, et ça n'a aucun rapport avec le travail d'endurance que tu fais à côté. Donc oui, tu peux. Tu vois comment le travail au seuil dans le CrossFit, tu intègres des séances spécifiques dans ta programmation. Le travail au seuil, ça c'est un terme très scientifique qui pour moi n'a pas vraiment de sens dans un sport comme le CrossFit, puisque le sport comme le CrossFit, si tu veux être compétitif, il va falloir que tu cherches à la fois à courir le 5 km en moins de 18 minutes, mais en même temps, il faudra que tu essaies d'arracher 120, mais en même temps, il faudra que tu essaies de squatter 200, et en même temps, il faudra que tu essaies de faire Fran, donc 21-15-9, thruster, traction, thruster à 42,5 kg pour un homme et 30 quelque chose pour une fille en moins de 2 minutes 30. Donc un travail au seuil dans le CrossFit, pour moi, ça n'a aucun intérêt. Puisque de toute façon, 1, la durée d'effort varie perpétuellement. 2, les exercices travaillent perpétuellement. Je ne suis absolument pas convaincu que le fait de faire du travail au seuil en running, en course à pied ou en vélo te rende plus performant quand il faut arracher 30 fois 60 kg le plus vite possible. Parce qu'il y a aussi une grosse notion de motricité, de technique, d'amplitude de mouvement. Et donc clairement le travail au seuil pour moi ne représente pas du tout quelque chose d'intéressant. Alors si en pré-saison les gens aiment faire un travail au seuil sur un cycle de 10 semaines de rameur, moi-même je l'ai fait, on l'a tous fait, je pense, dans tous les coachs qui sont anciens chez nous, on est tous passés par là. Bien sûr que tu augmentes tes performances au rameur sur ton 1000 mètres ou sur ton 2000 mètres. Est-ce que par contre, en ayant gagné 5 secondes sur ton 2000 mètres rameur, une fois que t'es sorti du rameur, tu es meilleur sur tes WOD? Je vois pas du tout le concept. Je vois pas en quoi avoir amélioré mon temps sur un 2000 mètres de course à pied va me rendre meilleur sur un WOD qui est un AMRAP de 15 minutes avec des power clean à 80 kg, des HSPU par série de 20 et des burpees box jump over. Je vois pas en quoi, voilà. Donc cette approche scientifique de l'entraînement est trop éloignée de la réalité du terrain. Pour ça, c'est un peu comme si on essaie de comparer le test de Cooper de l'armée à la performance d'un commando marine. Donc c'est mignon, pour entrer chez Commando Marine, il faut faire une marche de 8 bornes, etc. avec un sac à dos, ok. Mais est-ce que c'est le fait qu'il sache faire cette marche-là ou qu'il améliore son chrono sur cette marche qui en fait de lui un soldat plus adapté à ce qu'il va trouver sur le terrain? Je vous laisse vous poser la question.
Est-ce que parce que je prends un commando marine et que je lui améliore son coupeur de 100 mètres avec un travail au seuil, j'ai fait un meilleur commando marine? Je suis pas sûr. Donc non, personnellement, je trouve cette approche erronée pour le CrossFit. C'est sympa dans un groupe, c'est sympa dans un cycle, c'est sympa pour la culture. C'est sympa si on est mauvais au rameur. Quelqu'un qui est très mauvais au rameur et qui fait un cycle comme ça au seuil au rameur, ou quelqu'un qui déteste la course à pied et qui fait 10 semaines d'entraînement, qui essaie de trouver son seuil et qui essaie d'améliorer, franchement nickel. Mais alors pour l'exercice donné, pas du tout pour la transversalité dans le CrossFit. Toi, tu veux mon suite? Il est en commande. WeAreAthletic.com, onglet store. Il en reste, parce qu'évidemment la crise du coronavirus est arrivée 3 semaines après l'arrivée des suites. Donc autant te dire qu'il en reste. On peut faire comment le squat everyday sans barre d'haltérophilie? Tu peux pas. Tu peux pas, puisque tu dois squatter à ton max, ou très proche de ton max tous les jours. Donc c'est impossible. Il faut un rack et des poids proches de ton max. Alors, les pistolets de massage. Les différents embouts. Il y a des gens qui se stressent sur l'utilisation des embouts. C'est vrai, c'est une question. Plus l'embout est large, moins ça pénètre. Logique. Plus l'embout est petit, plus ça pénètre. Donc je pense pas qu'il y ait un embout meilleur que l'autre. Je pense pas qu'il y ait une utilisation particulière d'un embout qui soit meilleur que l'autre. Mais en gros, si j'ai envie de taper mon quadri pour le vasculariser, autant prendre la grosse boule. Si j'ai envie d'aller chercher une putain de corde qui se situe entre deux faisceaux musculaires, la grosse boule évidemment va avoir moins d'intérêt puisqu'elle va moins pénétrer. Donc je vais choisir le tout petit, le plus petit. Donc moi ce que je prends, c'est que je prends la petite fourche là. C'est parce qu'attendez, moi j'en ai tellement des pistolets que voilà, moi j'utilise celui-là beaucoup parce que ça c'est tout petit et ça rentre bien profond. Et donc ça me permet d'aller chercher des nœuds. Mais sinon il n'y a pas vraiment d'utilisation plus pour un truc ou plus pour un autre. Tu dis ça, toi, tu te rases la tête. Tu peux pas me dire ça. Coucou Greg. Sur une prog de force, sur les squats de la prog démarre souvent par de l'excentrique. C'est un passage impératif pour un athlète intermédiaire ou débutant. Aucune idée. Je connais pas de prog de squat qui commence par de l'excentrique en vrai, donc je sais pas de quelle programmation tu parles. Moi j'ai jamais fait de programmation de squat qui commençait par de l'excentrique. L'intérêt de l'excentrique, il est plusieurs. C'est que il permet souvent aux débutants de comprendre le mouvement. Le problème d'un squat ou de tout exercice qu'un débutant fait, c'est qu'il n'a pas le contrôle moteur. Donc lui faire ralentir le mouvement, lui faire de l'excentrique, ça permet d'avoir une bien meilleure trajectoire et d'un apprentissage plus rapide. Au passage, ça augmente la capacité à étirer mes muscles sous charge. Donc c'est extrêmement intéressant et ça prévient très bien les blessures. Et les meilleurs concepts de développement de la force ont prouvé que ils étaient composés à 75% de travail concentrique et à 25% de travail excentrique. Donc l'excentrique a un intérêt 1 pour l'apprentissage moteur, 2 pour la prévention des blessures, et 3 parce que ajouté avec une bonne grosse dose de concentrique, on développe plus de force. Mais est-ce que c'est un passage obligé pour le débutant? Je parlerai pas d'excentrique pour le débutant, je dirais plus de travail au tempo. Par exemple, nous dans la programmation From Zero to Hero, où le but est d'amener de quelqu'un qui est scalé à un RX en un an, il y a beaucoup de travail au tempo. Pourquoi? Parce qu'on veut développer un grand volume de force, on veut que la personne puisse s'entraîner pendant toute l'année sans se blesser, et on veut que elle progresse techniquement, pardon. Donc bien évidemment que le premier bloc de From Zero to Hero, les 3 premiers mois, il est vraiment blindé de tempo. Mais on parlera plus de tempo que vraiment de volonté excentrique.
Pistolet de massage. Avant ou après la séance? Les deux. Ça dépend. Des fois, je me lève le matin, j'ai le bas du dos qui est vraiment raide. Donc, je l'utilise avant la séance. Des fois, j'utilise après. Tu vas pas endormir ton système nerveux parce que tu t'es massé un peu les quadris avant ta séance. Ça, c'est des mythes aussi qui sont très intéressants. Le mythe de il faut pas s'étirer avant de faire de la force. Donc, on a des gens qui sont raides comme des troncs d'arbres, que comme ils ont vu qu'il fallait pas s'étirer parce que tu comprends, s'étirer ça diminue l'activité du système nerveux. Les mecs vont faire des charges de titan avec une position absolument dégueulasse parce qu'ils sont pas déverrouillés, parce que tu comprends leur performance nerveuse va être limitée. Faut savoir quand même que entre l'étirement, enfin si tu t'étires et que une minute après tu fais un RM back squat, évidemment que ça va être un peu brutal pour ton système nerveux. Hein. Mais bon, faut quand même savoir que le système nerveux, après s'être éteint, il peut se rallumer. C'est pour ça que certains entraîneurs appellent le réchauffement un ramping up, ramp up, parce qu'on augmente l'activité nerveuse. Et donc, je vous le dis pour moi, hein, il vaut bien mieux que je m'étire une demi-heure, hein, avant de faire une séance vraiment lourde et contraignante en termes d'amplitude de travail, plutôt que je me dise oh non moi je m'étire pas parce que tu comprends mon activité nerveuse elle va baisser et que derrière je m'éclate le dos, les épaules et les genoux parce que je me suis pas déverrouillé. Hein, donc ce mythe de oh, attention surtout pas d'étirement avant l'échauffement parce que ça baisse le nerveux, non ça c'est une connerie finie. Et évidemment qu'on va pas vous demander à l'échauffement de faire du postural 4 minutes en stretching passif, qui est en fait même pas un étirement, hein, mais qui est un assouplissement. Mais des étirements balistiques ou de courte durée avant l'entraînement, non, ça ne diminue pas votre tonus nerveux, et au passage, tonus nerveux qui ne va faire que remonter quand vous allez monter en charge. Genre vous voulez squatter 180, vous n'allez pas faire 0, 180. Vous allez faire barre à vide, 60, 100, 130, 150, 160, 110, 180. Donc évidemment que l'activité nerveuse va remonter. La surcompensation aussi, non, pour l'excentrique. Je comprends pas la question, donc désolé, je vais pas répondre. Tu as la référence sur ce 75 concentrique, 25 concentrique. Ah ben, désolé Jean-Michel, mais j'ai pas pris mes cours avec moi. C'est un live où je connaissais pas les questions avant, donc j'ai pas fait un travail...
Guégan. Et moi, je m'appelle Guillaume Guillou. Mais Elodie Guégan, c'est ma méga copine. Elle a démarré le crossfit chez moi, elle ne savait pas faire de crossfit. Et on lui a tout appris en crossfit. Moi, elle m'a beaucoup aidé à développer de PM, et puis après, elle est partie en Angleterre. Et c'est une chic fille. C'est une chic fille que j'ai placée sur Warrior Programming, à qui j'ai offert le stage Weightlifting 101, et qui maintenant collabore avec ces gens-là. Et c'est une super personne. Et moi, j'ai beaucoup appris à son contact aussi. Est-ce que le fait d'avoir trop de problèmes, trop de mobilité peut provoquer des problèmes de genoux quand on squatte ou pas? Oui.
mobilité a un facteur pathologique. Donc ça c'est pareil, quand je sors ce terme aux gens, les gens ils sont là, quoi? On peut avoir trop de mobilité? Alors non, on peut pas avoir trop de mobilité, on peut avoir trop de souplesse. C'est-à-dire qu'on peut aller dans des amplitudes où on n'a pas de tension. Là j'en ai eu un en protocole de PM cette semaine, le mec faisait des squats, mais avait beaucoup trop les genoux qui avançaient. Alors oui, il faut laisser les genoux aller vers l'avant au squat, mais dans une certaine mesure. Lui, il avançait tellement les genoux qu'il n'y avait aucune tension fessier-ischio. Et donc le mec s'est complètement baisé le dos. Donc bien sûr que on peut avoir, alors pas trop de mobilité, mais on peut avoir trop de souplesse. L'anecdote, c'est que je lui ai donné un exercice correctif qui s'appelle le goblet squat, et le mec n'a jamais senti ni ses jambes, ni ses fessiers, ni ses abdos comme ça. Ce qui est quand même gênant, parce que quand on commence à faire des squats à 140 kg et qu'on n'a jamais senti ses fessiers ni ses abdos, on est une bombe à retardement en fait. Donc Romaric, big up à toi. Petite dédicace au passage, mais voilà, on en est là. C'est oui, trop de souplesse peut envoyer le mouvement dans une mauvaise direction et donc faire mal. Bérangère, les spécialistes à part te dire arrête tout, c'est tout ce qu'ils savent dire. C'est pas faux. C'est pas faux. Mais il y en a des bons quand même. Il y en a des bons. Faut les trouver parce qu'ils sont pas forcément au coin de la rue. C'est pas forcément ceux qui parlent le plus aussi les meilleurs. Mais voilà, si vous voulez savoir si votre problème c'est la mobilité, la souplesse, pour moi c'est vraiment le plus gros problème. Hein. Les gens qui, c'est la première source de blessure pour moi. Les deux premières sources de blessure en CrossFit, c'est un, les gens qui ont mal appris à bouger. Donc ça c'est catastrophique. Deux, les gens qui sont raides comme des piquets et qui se sont décidés à faire Rumwad et GoWad pour s'assouplir. Et alors eux, en général, ils explosent. Genre Rumwad, il y a une position où vous êtes à genoux, assis sur vos pieds et où vous vous allongez en arrière. En général, si vous faites ça et que vous avez une tendinopathie rotulienne, normalement, dans les 2 semaines, vous pouvez plus squatter. Parce qu'en fait, vous mettez une tension tellement énorme sur un tendon quadricipital déjà baisé que vous vous atomisez. Tu différencies comment mobilité, souplesse. Mobilité, c'est l'amplitude dans laquelle tu peux aller avec de la tension musculaire. La souplesse, c'est l'amplitude dans laquelle tu peux aller, sans la notion de tension musculaire. Donc bien sûr qu'il y a une différence entre mobilité et souplesse. Je ne sais pas si c'est l'endroit, mais si tu as le temps d'expliquer en quoi consiste protocole de PM, car j'ai l'impression que vous arrivez à régler beaucoup de problèmes, je me retrouve dans vos propos. Protocole de PM, c'est un truc qui s'appelle protocole posture mouvement de PM. Parce que je suis parti d'un principe quand je me suis blessé au genou, c'est que j'ai rencontré une vingtaine de spécialistes pour mon syndrome rontulien qui n'étaient pas capables de m'aider. Tout le monde me disait tout et son contraire. Mais moi, ce que je voyais, c'est que je pouvais plus m'entraîner. Et à l'époque, j'avais une trop grande gueule pour m'avouer vaincu. Donc, j'ai décidé de trouver moi-même. Et tu vois, tu parles de GoWad et tu vois que ce que je te dis, c'est vrai. Donc voilà. Donc de PM, on est parti d'un principe. Pareil, hein, Elodie s'est pété le genou sur une chute très très acrobatique. Et on lui a dit qu'elle squatterait plus jamais. Et aujourd'hui, elle squatte clean plus de 90 kilos, pour vous donner un exemple. C'est une fille que j'ai vu squatter 130 et deadlifter 165 après blessure. Donc, on a développé un concept d'entraînement où on part du fait qu'au lieu de chercher la douleur et de regarder la douleur là où elle est, on regarde qu'est-ce qui marche pas. Par exemple, quelqu'un qui a mal au genou, on va lui demander de faire des exercices et on va regarder qu'est-ce qui marche pas. Donc on part de principes moteurs que tout le monde devrait être capable de faire et on regarde ce qu'on peut pas faire. Et on se dit, on part du truc, il a mal là et il y a ça et ça qui fonctionnent pas correctement. Bon, on va le refaire fonctionner correctement et on va voir. Et dans 100% des cas, quand on refait marcher les choses correctement, la douleur disparaît.
Donc un kinésithérapeute de base, je parle pas des grands kinésithérapeutes intéressants, je parle de kiné de base, tu as mal au genou, il t'allonge sur le dos, il prend ton genou, il le tourne dans tous les sens, il te met le pouce, il te dit c'est là que t'as mal, et puis là il essaye un peu de te masser le genou. En gros, j'élargis. Ensuite tu as des très bons kinés qui vont essayer de te faire des exercices correctifs, mais il n'y a pas cette partie où on va analyser complètement ton passif, qu'est-ce que t'as. Par exemple, donc, moi j'ai une stat, c'est que dans 80% des cas, les gens qui ont mal à un seul genou, c'est des gens qui se sont fait une entorse de la cheville qui n'a jamais été traitée. Par exemple. J'ai une autre stat, c'est que les gens qui ont mal aux épaules, et à une seule épaule, à chaque fois que tu testes leurs jambes, eh ben, du côté de l'épaule où ils ont mal, eh ben, leur jambe est plus faible que l'autre. Donc bizarrement, quand on refait travailler les jambes de manière uniforme, eh ben, la douleur aux épaules, elle disparaît. Mais quand tu es un doc de base, tu regardes que l'épaule. Et donc ça merde. Donc c'est pour ça qu'on arrive à avoir des résultats aussi spectaculaires. Est-ce que j'ai un projet de former des kinésithérapeutes? Je le fais. On le fait, toutes les formations protocole de PM sont ouvertes et elles sont remplies à 50% de kinésithérapeutes. Bonsoir, étant atteint de spondylarthrite ankylosante, que conseillerais-tu? Conseillerais-tu la pratique du crossfit ou pas? Dans chacune de mes salles, j'ai 2 clients qui sont atteints de spondylarthrite ankylosante. Et ces personnes-là ont réduit d'au moins 80% les symptômes de douleur dus à cela. Donc je pense que ça répond à ta question. Merci Dani, ça fait plaisir. J'espère que tu vas bien pendant ce confinement. Oui Dani, on a fait une formation de PM pour tous ces coachs à Paris, c'était grandiose. Grande classe, la suite coaching, le futur du coaching en one-to-one qui commence à Paris et qui va prendre de la place partout. On peut commencer un protocole de PM avec le confinement. Tu peux commencer un protocole de PM avec le confinement, tout à fait. Après, si tu as un minimum de matériel, et ce que j'appelle un minimum de matériel, c'est genre une kettlebell et un élastique. Il n'y a pas besoin de matériel de ouf, en vrai. Donc oui, tu peux commencer pendant le confinement. Je prends des stagiaires en BPGEPS et en STAPS. Ouais, j'en ai pas mal cette année. Donc oui, je prends. La prochaine formation de PM, ben en fait, elle devait être pendant le confinement. Donc j'attends juste d'avoir un peu de visibilité. Et la semaine prochaine, je vais vous pondre à tous, d'ailleurs si vous pouvez partager l'info, c'est bien, un planning de septembre à décembre avec toutes les dates. Donc il y aura la formation business que j'avais créée, qui cartonne, que je dois reporter. Donc il y aura cette formation business entre septembre et décembre. Il y aura la formation protocole de PM. Il y aura les dates des compétitions qu'on doit reporter. Celle de Laxou et celle de Carcassonne aussi. Mais tout ça sortira sur un seul poste, sur un seul planning. Et par contre, je vous conseille de vous positionner dessus parce que j'ai aucune visibilité sur ce qui se passera après. Donc il n'y aura qu'une seule de ces formations. J'ai un Ausgutschlatter, c'est cool, moi aussi j'ai eu ça. J'ai eu ça à 15 ans. Non, ça n'entraîne rien. Un Ausgutschlatter, ça fait mal, c'est une maladie des gens qui grandissent trop vite. Mais honnêtement, c'est beaucoup plus dû à un déséquilibre musculaire qu'autre chose. Donc non, si t'es bien entraîné, si t'es bien coaché, si tu bouges bien, il n'y a pas de contre-indication. D'autres questions les amis? Des dates de formation proches d'Aix. Mais de toute façon, les formations sont ailleurs. Hein. Donc tu peux venir ailleurs quand même. Hein Thibaut? Les Palmiers, c'est Bonnard quand même. Je compte sur toi pour venir. Prochain What Holiday. Juillet. Fin juillet, début août. Et évidemment, il y en aura un troisième pendant, je pense, pendant les vacances qu'il va y avoir là-bas. Là. Il va y avoir des vacances entre octobre et novembre. Donc je vais caler ça sur la première semaine des vacances. Ces 2 formations se font chez moi, oui. Oui. Je sais que vous aimeriez que je me déplace, mais déjà, je me déplace régulièrement.
Et puis à hier, c'est quand même plus confortable parce que je peux vous emmener dans des super restaurants. C'est dans ma box, donc les formations à chaque fois elles prennent des heures sup parce que je dérange personne, donc c'est quand même bien mieux. Dans Krieger, est-ce que tu peux faire 3 ou 4 séances au lieu des 2 indiquées? Tu peux y aller mon gars. Tu peux te faire tout le Krieger en 2 fois moins de temps, en doublant les séances et en faisant le programme 2 fois. Ça ne pose aucun problème. Est-ce que Life Plus aide contre les douleurs? Life Plus. Bonjour à Laurent de Life Plus. Life Plus est un très bon produit parce que moi je l'ai utilisé en n'y croyant pas spécialement et j'avais posé, je le raconte dans le webinaire sur la récup, je l'avais posé sur des étagères tout emballé quand il me l'envoyait et j'ai essayé de... j'ai attendu un jour où j'étais vraiment défoncé pour l'utiliser. Et le lendemain, j'étais Iron Man au niveau des jambes. Donc ouais, c'est un produit qui fonctionne très bien. Moi, j'adore parce que ça dure que 4 ou 6 minutes les programmes. Donc quand t'es en compétition, entre 2 watts, ça permet vraiment de récupérer plus vite. Bon produit. Top produit, comme dirait Jean-Michel Cohen. J'ai une dégradation du cartilage au genou gauche au stade 4. J'ai testé Torybook Bulletproof genou, mais certains mouvements me font mal. Je pense plutôt passer par un protocole de PM car besoin adapté. Alors, les e-book protocoles de PM sont avisés de prévention. Mais une fois qu'on s'est éclaté le genou, c'est pas un e-book à 19 €, hélas, qui va te sauver un genou. Donc, un genou éclaté, stade niveau 4, on peut quand même améliorer les choses. Mais bien sûr qu'il faudra passer par un protocole complet pour une solution personnalisée. Hélas. Romain Devoty, en quoi consistent les coaching week? Alors les coaching week, c'est incroyable. Ça, c'est vraiment mon kiff de l'année. C'est les coaching week. Les coaching week, vous venez, vous vous entraînez 2 fois par jour avec moi pendant 5 jours. Et les séances, elles durent au moins 2 heures, 2 heures et demie. Entre-temps, vous passez votre vie avec moi pendant une semaine. Donc le soir, on se fait des restos. L'après-midi, on tchatche. Quand c'est l'été, on va à la plage. Quand c'est l'hiver, on va faire des courses. C'est Vie ma vie de Guillaume Guillou pendant une semaine. S'il y a des gens qui sont là, et qui ont fait des coaching week, mettez un commentaire et dites-moi si c'était pas une des semaines les plus ouf que vous avez vécues. Et au passage, je vous lâche pas d'une semelle en fait. Donc vous avez des défauts, vous repartez au bout d'une semaine, vous êtes transformé. Voilà, c'est simple. C'est aussi là que j'ai rencontré mes meilleurs amis. J'ai rencontré des gens que je connaissais pas et j'ai passé une semaine tellement ouf avec eux que derrière on garde contact et tout. C'est vraiment des méchants moments d'amitié, les coaching week. Donc c'est pas un truc de fonctionnaire où j'arrive, je fais mon heure de coaching, je me casse. C'est un truc de fou. C'est n'importe quoi. C'est Vie ma vie quoi. Ouais, Christophe Rino, lui il est carrément, je sais plus qu'est-ce que t'étais venu en hiver avec ton pote là et on s'était fait un barbecue avec ouais, c'était n'importe quoi aussi. Ouais, c'était grandiose. On a vraiment fait des trucs de ouf. Ouais, Orlan, il est en coaching week à l'année, ouais. Quel que soit le niveau, mais bien sûr, quel que soit le niveau. J'ai tout eu. J'ai eu Jean-Bernard plombier, 53 ans, qui débute et qui voulait juste se faire un kiff. Et j'ai eu Thomas Ribeiro, soldat parachutiste, avec les dents qui rayaient le parquet, qui s'est mangé des watts jusqu'à 22h30 avec moi, avec des muscle-up qui passaient pas spécialement bien, et qui faisait 40 muscle-up dans le WOD, et de toute façon, tant qu'il avait pas fini le WOD, il mangeait pas en fait. Donc c'est absolument magique. Donc les infos Coaching Week, les amis, c'est simple. On va les commencer au 2 juin, puisqu'il va y avoir le déconfinement. C'est toute l'année, ça coûte 299 € la semaine, mais je peux vous assurer que vous en avez vraiment pour votre argent. Parce que à l'heure de coaching et à l'heure de présence avec moi, on doit même pas être au SMIC. Donc la coaching week, voilà le principe. Tu m'amènes quand manger à Prado Plage? Putain, et toi tu connais vraiment les trucs de beau gosse. Hein. Toi Clément, tu connais vraiment les trucs de beau gosse. Tu sais, heureusement que ma femme elle t'a pas sur internet Clément, parce que quand je vois les endroits où tu te balades l'hiver, genre Megève et tout là, ma femme elle me ferait une scène. Hein. Donc ouais, quand tu viens on va à Prado Plage avec plaisir. Est-ce que j'aurais un programme adapté pour une personne comme moi qui a subi une sleeve?
Oui, la problématique de l'alimentation, c'est qu'on peut faire un plan mais qu'il faut le réajuster. La problématique de l'alimentation, c'est que les gens pensent que c'est les 10 commandements. C'est-à-dire qu'on leur dit un truc à faire et qu'ils vont pouvoir faire ça toute leur vie. Pas du tout. Il faut réajuster en fonction de si ça marche ou pas, en fonction de comment le corps y réagit. Chaque corps est différent. Donc les meilleurs résultats, c'est vraiment avec les gens sur lesquels on a un suivi. Des idées de podcast à écouter. Oh, il y en a tellement. Il y en a tellement, mon copain. Je te dis, le meilleur truc que vous pouvez écouter, c'est Kuber. Vous tapez développement personnel, marketing digital. Et quand on a un coach comme toi, ça coûte 7 € par mois et c'est sensationnel. Et donc oui, Coaching Week, Scaled, confirmé. Donc ensuite, est-ce que je connais un e-book sympa de recettes healthy? Karine, mais quelle question incroyable. Karine est en fait dans la chambre derrière, en fait elle m'écrit. Donc voilà, oui, je connais un super site, je connais un super e-book qui s'appelle 50 nuances de diète de Karine. Et c'est son premier e-book, elle est toute excitée. Elle a bossé comme une barge pendant 15 jours pour son e-book. Et elle remercie tout le monde, et moi aussi d'ailleurs, tous les gens qui ont fait le geste de s'intéresser à son boulot. Elle est toute excitée et merci à tous. Ça a l'air terrible, vivement, je viens de Belgique et ça m'emballe bien cette histoire. Eh mon gars, si tu savais le nombre de Belges qui sont venus, c'est énorme. Est-ce que vous avez d'autres questions les amis? Mais grave, j'ai même un pilote, ouais, pour le mec qui a la spondylarthrite, moi j'ai un mec qui s'appelle Fast Seb, il est là. Seb c'est un mec, il considère qu'une course de moto n'a pas de panache tant qu'il sait pas satelliser. Donc Seb, son truc, c'est qu'il fait une saison. Dans la saison, il essaie de se prendre la plus grosse satellisation, la plus spectaculaire du monde. Ensuite, il m'appelle et il me dit « Bon, Guillaume, je me suis satellisé. Il faut que je me fasse opérer de l'épaule, de la hanche. » Donc le mec est multifracturé. C'est-à-dire que si un jour vous mangez avec Seb et qu'il commence à vous raconter ce qui s'est pété, normalement vous restez avec Seb jusqu'au petit déjeuner. Et pourtant, bah, ça va faire 5 ans qu'on le retape à chaque fois et qu'il repart sur sa moto. Donc non, du crossfit bien fait, c'est vraiment fait pour tout le monde. D'autres questions, mes amis? Ah ouais, Watt Academy plus Coaching Week, c'est vraiment le truc... c'est vraiment le combo où tu vas devenir super solide. J'avoue. C'est un peu chauvin de dire ça, mais je suis très content des produits que je propose. As-tu un problème de reprise après problème de hernie discale et inflammation 5-6 mois? Oui et non. Pour un problème aussi important qu'une hernie discale avec inflammation qui a duré 6 mois, je ne peux que te conseiller de passer par une consultation. Je sais que c'est pas dans la culture française de faire ça. C'est pas dans la culture française de se dire qu'un coach va me faire une consulte, quoi. C'est pas culturel. Mais pourtant, ça se fait dans tous les pays du monde. Hein. Dans certains cas, il y a que la réponse personnalisée qui aide. Je vais pas vous raconter toute ma vie, mais j'en ai fait moi de la programmation perso, j'en ai payé, hein. Et des consultations perso et des programmations perso. Et aujourd'hui, ça donne le niveau de connaissance où j'en suis actuellement. Mais je les ai pas, c'est pas sorti comme ça. Hein. Ça m'a coûté de l'oseille. Hein. Donc je te conseille pour tes hernies discales de passer par une consultation, tout à fait. Quel est ton avis sur les compléments alimentaires dans le cadre de la pratique du CrossFit? Le problème du complément alimentaire, je l'ai expliqué dans mon webinaire sur la récupération, ça devrait t'intéresser, tu devrais aller voir. Le webinaire de la récupération, j'explique que la récupération, au niveau alimentaire de ce que tu vas ingurgiter, c'est 95% ton alimentation et 5% les compléments. Ce qui me gêne avec les compléments alimentaires, c'est que les gens considèrent ça avec une autre importance. Donc les gens vont manger n'importe quoi, et donc saboter 95% de leur alimentation, et dire « Ouais, mais je prends des compléments à côté pour compléter. » Non. Tu peux prendre tous les compléments que tu veux, ça ne représentera jamais que 5% de ce que tu ingères peut t'impacter. 95% c'est ton alimentation. Donc oui aux compléments,
quand ton assiette elle est ok. Arrêtons de croire que les compléments font plus que 5% du travail. Mais par contre, 5% c'est important. Hein. 5% c'est la différence entre un snatch à 100 et à 105. C'est beaucoup, hein. Quand t'es à 100, t'aimerais bien être à 105. Hein. Donc ça joue là. Quelle place dans la prépa mentale en CrossFit La prépa mentale en CrossFit peut vous aider à enlever des barrières affectives. Ça peut vous aider à devenir plus résilient. Ça peut vous apprendre à mieux vous adapter. Ça peut vous apprendre à plus vous dépasser. Donc la prépa mentale a un côté où ça vous permet de laisser votre affectif à la porte. Voilà. Après, le CrossFit étant de base un sport de névrosés, de gens qui aiment se faire mal, et j'en fais partie, on n'a pas vraiment de barrière au niveau de l'intensité. En général, on a plutôt besoin de dire au client vas-y plus tranquille que vas-y fais-toi vomir plus vite. Donc c'est plutôt sur le côté affectif. Oh merci Bérangère. Voilà, cruralgie remise sur pied grâce à la consulte perso. Boum. T'as vu ça? Voilà, protocole de PM ça marche les potos. Autre question les amis. Ok. On peut pas programmer la prépa mentale dans le sens où c'est vraiment affectif. C'est vraiment avec... c'est vraiment faut que les gens y viennent, faut qu'ils se déplacent, il y a un rapport humain. Je pense pas qu'on puisse programmer ça. Mais par contre, on peut faire du séminariat. On peut faire de la formation. On peut faire de la consultation en visio. On peut tout faire. Tu connais un ou des tests pour voir le ratio tension abdo-lombaire est correct? Non. Mais ce que je sais par contre, c'est qu'il faut que tu aies 1,3 dans la chaîne poste pour 1 devant. Et si tu as 1,1, c'est pas bon. Parce que ton extension de hanche doit être plus fort que ta flexion de hanche. C'est d'ailleurs pour ça que tu sautes en Fosbury. Et c'est pour ça que le meilleur moyen de soulever une barre au-dessus de ta tête, c'est de la snatcher. Tous ces mouvements utilisent l'extension de hanche. Donc le ratio c'est 1,3. C'est 1,31 pardon. Comment on le teste non, mais en plus je vois même pas l'intérêt de le tester. Hein. Très honnêtement, ça fait 10 ans que je coach. Je pense que j'ai plus trop mes preuves à faire. Ça m'est jamais arrivé de devoir tester le rapport chaîne poste, chaîne hante. Quelle est selon toi la meilleure approche pour gérer les compétiteurs au sein d'une box? Les compétiteurs ont tellement des caractères différents que j'en sais rien. Je pourrais pas faire la leçon à un owner sur comment il gère ses compétiteurs. Il y a des compétiteurs qui se prennent vraiment pour d'autres. Il y a des compétiteurs qui se prennent vraiment pour ce qu'ils sont pas. Et il y a des compétiteurs qui sont vraiment adorables. Donc en fait, tout dépend des gens. Je pense pas qu'il y ait de mode d'emploi, parce que les compétiteurs ont des profils psychologiques assez différents. Le shaker de prot après une séance, est-ce que c'est vraiment nécessaire pour la récup? Je sais pas. Est-ce que tu as le temps de te faire à manger? Est-ce que ton alimentation est saine? Est-ce que le shaker de protéines t'aide parce que c'est un truc qui est rapide, parce que tu dois le prendre sur le pouce? Est-ce que tu en as vraiment besoin? C'est une réponse qui n'a aucune... c'est une question qui n'a aucune réponse sans analyse préalable. Toujours pas de prog prépa mentale. La prépa mentale ne se programme pas. La prépa mentale peut se faire en consultation pour péter des verrouillages psychologiques et affectifs, mais ça ne peut pas se faire en programmation. À quand une alors que penses-tu de l'appli GoWOD? Mon ami, il faudra que tu vois le replay parce que j'ai déjà répondu. Test GHD hold extension à tenir 2 minutes. Oui, tu peux faire ce qu'on appelle le Sorenson hold et tenir comme ça. C'est moi qui explique qu'il faut tenir 2 minutes. C'est pas moi qui l'invente, hein, c'est OPEX qui le dit. Et c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Mais est-ce que ça va me donner un rapport par rapport à ma chaîne antérieure? Parce que la question de base, c'était comment tu suis un ratio chaîne post, chaîne hante. Ça va me donner l'état de ma chaîne hante, mais ça va pas me donner un ratio par rapport à ma chaîne, à ma chaîne post, mais ça va pas me donner un ratio par rapport à ma chaîne hante. Ça doit être Gaëtan, ça, qui dit ça. 2 PM, 2 hernies discales, une tendinite patellaire et ça repart. Et ouais, mon gars.
Et ouais, mon gars. Thibaut, fais-tu des articles ou webinaires sur la diète alimentation avec le CrossFit? Oui, j'ai écrit un bouquin qui s'appelle L'alimentation, cerveau et mode de vie. Et maintenant, c'est la mode. Depuis que j'ai fait ce livre-là, en France, il n'y avait pas grand monde qui avait écrit dans le CrossFit sur l'alimentation. Il y avait Oui Nutrition, je crois, qui avait fait un bouquin où il parle d'alimentation. Mais la prise en charge du système nerveux central par rapport à l'alimentation et surtout l'aspect digestion dedans, personne n'en parlait. Eh ben tu sais quoi, j'ai sorti un e-book et paf, tout le monde en parle. Là, j'ai vu des pages s'ouvrir, CNS alimentation, l'alimentation holistique. Donc c'est marrant puisque sans le vouloir, je suis toujours un peu devant. Et puis ça inspire les autres et c'est une bonne chose. Tant que le partage se diffuse, on est bien. Donc tu vas sur mon site internet, Thibaut, et tu as le e-book qui est pour moi une pépite parce que il est pas donné, mais c'est fait exprès. Il fait 56 pages, mais il y a que des bombes. Chaque ligne qui est dedans est une bombe atomique. Et puis j'ai fait un webinaire qui est accessible en replay, qui dure 3h40 sur l'alimentation, cerveau et mode de vie, où je reviens un peu là-dessus. Merci mon Gaët. Toi t'es un vrai mec. Que penses-tu du régule zone de CrossFit, du régime zone? Vaste question. C'est une bonne manière d'éduquer des gens qui boivent du Coca-Cola et qui mangent des Doritos en pensant que c'est un repas. Je vous conseille un truc, les amis, pour éviter de dire des bêtises dans votre vie. Je vous conseille de toujours replacer les choses dans leur contexte. Régime zone de CrossFit. Greg Glassman. CrossFit HQ. Level 1. Ça se crée dans quel contexte? Ça se crée dans une Amérique obèse qui a confondu l'eau et le Coca-Cola. Qui a confondu les donuts et les épinards. Donc, régime zone, pour quelqu'un qui mange absolument n'importe quoi, c'est un très bon outil pour lui réapprendre à manger. Après, est-ce que le monde entier doit manger régime zone? Je suis pas convaincu. J'ai des douleurs lombaires quand je fais du handstand. C'est normal parce que quand tu fais du handstand, t'es obligé de te péter la gueule en fait pour créer du déséquilibre. Ah les amis, il reste 27 secondes. Donc quand vous avez plein de questions, je vais couper le live et je le remets. Par contre, on est 113 en live. J'espère qu'on sera au moins 110 tout de suite. Hein. Je compte sur vous pour que je continue les questions. Hein. Attendez, vite, je les libre comme ça, Donc j'en suis à quelle douleur lombaire pour le handstand? Donc c'est à ça que je vais répondre. Et après, il y aura le RPE et il y aura le CBD. Allez, à tout de suite. 102 personnes, c'est bon, on est reparti les amis. Donc pourquoi on a mal au dos quand on fait du handstand? On a mal au dos quand on fait du handstand parce qu'on a forcément notre bassin qui est derrière nos épaules. Donc pour ça, généralement, on se cambre. Il faut pas se cambrer trop parce que sinon vous pétez les lombaires. Mais oui, c'est un manque de gainage. Il faudrait que tu arrives à déséquilibrer sans complètement relâcher la tension dans tes abdos. Donc ça se travaille. Le GHD, le handstand hold. Mais c'est surtout un problème de conscience des abdominaux. Les gens ont pas conscience de leurs abdominaux, donc ont du mal à les tenir pendant qu'ils font du handstand. J'ai eu très mal au dos au début du handstand et puis après je suis devenu vraiment gainé et ça passe. En fait, pour arriver à plus avoir mal au dos au handstand, il faut déjà arriver à faire un truc aussi con qu'un back squat, mais en engageant ses abdos. Et je peux vous assurer un truc, c'est que c'est une des vidéos que je vais faire dans ma certification Watt niveau 1. Qui est la continuité de Watt Technique Academy. Je vais faire une vidéo sur le squat et je vais vous expliquer pourquoi vous devez forcément avoir vos abdos engagés quand vous squattez. Et en fait, il y a très peu de gens, je pense moins de 5% des pratiquants de CrossFit qui arrivent à sentir leurs abdos quand ils squattent. Ça, c'est une des bases que je monte à toutes mes formations protocole de PM et c'est vraiment quelque chose qui fait une grosse diff entre mes salles et celles de la concurrence. C'est que chez moi, tout le monde sait squatter. Parce que tout le monde l'a appris correctement. Mais oui, une fois que tu es capable d'engager tes abdos quand tu squattes, tu es capable d'engager tes abdos quand tu forces. Donc quand tu forces en handstand, tu auras moins tendance à relâcher tes abdos, même si tu as tendance à te cambrer pour glisser. Il y avait une question sur... C'était quoi? Le RPE. Repose ta question, monsieur du RPE. Tu me demandais ce que je pensais du RPE. C'est Sylvain Fraquet qui a posé la question. Manifeste-toi, Sylvain Fraquet. Le RPE, top produit.
Top produit le RPE. Pourquoi? Parce que parce qu'en fait votre système nerveux il fait ça et c'est absolument un mensonge si un coach vous dit moi je sais quel jour tu vas faire un pic nerveux. C'est impossible de savoir ça. On en parlait d'ailleurs avec Christian Thibaudot la semaine dernière. C'est n'importe quoi. Donc quand tu fais un entraînement au RPE, tu fais un entraînement à la sensation du jour. Et donc tu choisis l'intensité du jour. Donc tu choisis pas l'intensité en fonction de ton pourcentage. Par exemple, 65%, je dois faire des squats à 65% de mon max, tu fais en fonction de ton 1RM. Quand tu squattes en fonction de ton RPE, tu choisis en fonction de ta forme du jour. Donc si c'est un RPE 6, c'est que ça va être assez light. Et si c'est un RPE 9, c'est qu'une fois que tu as réussi, normalement t'es vraiment pas bien. Et si c'est un RPE 1, c'est que t'es en train de marcher en fait, parce que t'as pas d'intensité. Mais par exemple, moi la consigne sur le squat everyday en ce moment, c'est toujours de monter un RPE 8-9. Sachant que le RPE maximal c'est 10. Aujourd'hui par exemple j'ai fait un PR à 180 kg. Enfin j'ai déjà squatté plus, mais jamais pieds nus, jamais sans équipement. Et pourtant j'étais à un RPE 8,5-9 quoi, j'étais pas un RPE maximal. Parce que le fait de squatter tous les jours, tu dois jamais monter à un RPE maximal. Donc le RPE, top produit. Selon toi, l'entraînement haute intensité représente combien de pourcentage d'une programmation classique? L'entraînement lactique, 25%. L'entraînement de vraiment intensité, ça doit représenter 10%. Celui qui explique ça le mieux, c'est Ben Bergeron. 50% de practice. Vous passez sur un entraînement de 2 heures, vous passez 50% des 2 heures. En dessous de 50% d'intensité à pratiquer le geste. Ensuite, vous devez passer 40% des 2 heures. Entre 50 et 75% d'intensité dans le training. Et vous devez passer 10% des 2 heures en haute intensité, ce qu'il appelle lui le competing. Donc si je prends 2 heures, ça fait 120 minutes. Ça fait 60 minutes à pratiquer le geste, ou les gestes. Ça fait 48 minutes dans le training, et ça fait 12 minutes en haute intensité. Ça vous laisse imaginer, sur un cours de 1 heure, ça fait 6 minutes en haute intensité, ça fait une demi-heure de pratique, et ça fait 20 minutes de training. Je vous laisse réfléchir à ça. C'est pas moi qui le dis, c'est Ben Bergeron. Que penses-tu des douches froides pour la récup? C'est bien. C'est bien. C'est bien. Voilà, c'est un bon truc. Faire une séance le matin de running intense, nuit-elle à la séance de force de l'après-midi? Bien sûr. Bien évidemment que ça nuit au développement de la force et que ça nuit à tes capacités de force derrière. Bien évidemment, si tu fais une séance intense en fractionné qui te pulvérise les jambes, t'es pas dans les meilleures conditions pour squatter le soir. Mais si ton objectif c'est d'apprendre à forcer quand tu subis, et c'est ce qui peut arriver dans un training comme le CrossFit, tu peux le faire. C'est pas comme ça que tu vas devenir champion d'Europe d'haltérophilie ou de force athlétique, mais dans un entraînement comme le CrossFit, tu peux très bien avoir un WOD dégueulasse le matin et un RM back squat à 18h avec 2 WOD en plus dans la journée. Et il faudra quand même forcer. Donc c'est pas un problème. Quid des étirements tous les jours, longtemps? J'ai déjà répondu à la question. Il y a des gens qui doivent pas s'étirer. T'étirer pourquoi? Est-ce que ton problème c'est vraiment un problème d'étirement, de longueur de muscle, ou est-ce que ton problème c'est un problème de renforcement musculaire et que c'est parce que tu manques de renfort que tu n'es pas souple? Ou que tu n'es pas mobile plutôt, excuse-moi. Si t'es raide, t'es pas souple. Mais est-ce que tu es raide parce que tu manques de renforcement musculaire, ou est-ce que tu es raide parce que tu as besoin de t'étirer? J'ai pas la réponse puisque je ne te connais pas. Mais par contre, ce que je peux te dire, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui se font très très mal parce qu'ils sont raides et qui s'étirent et qui devraient pas du tout. Parce qu'ils sont raides parce qu'ils manquent de muscu. Et je reprends mon exemple que j'ai donné tout à l'heure. Je me suis étiré pendant des années, je suis jamais devenu mobile. J'ai commencé à faire du renforcement fonctionnel, je suis devenu mobile. Donc, je connais surtout beaucoup de gens raides qui se sont trop étirés et qui se sont fait mal. Et que je récupère moi sur 2 PM et que je remuscle.
Donc ça, j'en ai déjà parlé dans la première partie du live. Et encore une fois, j'ai fait un webinaire sur la mobilité que tu peux aller voir sur mon site internet. We Are Athletic, onglet coaching, tu trouveras les replays. Et je passe 1h30 à expliquer ça. Laquelle de tes procs je recommande pour un scalé après confinement? C'est très simple. La meilleure programmation quand vous n'êtes pas RX, c'est From Zero to Hero. C'est la meilleure programmation pour quelqu'un qui est scalé. Et c'est la meilleure programmation pour quelqu'un qui fait du CrossFit dans un objectif d'un autre sport. Genre, vous faites du rugby, vous faites de la boxe, vous cherchez une prog de CrossFit pour faire de la PPG pour votre sport. C'est From Zero to Hero qui va cartonner. Ça va être le meilleur truc que vous puissiez faire. On a créé un cycle d'entraînement qui est ultime. Vous avez 3 séances par semaine, il y a tout. Il y a du renfort, il y a de la gym, il y a de la force, il y a du WOD, etc., etc. Mais il y a tellement de contrôle moteur, il y a tellement de gainage, il y a tellement de muscu que c'est le meilleur truc pour, quand vous débutez, acquérir très vite le niveau RX. Et c'est surtout le meilleur travail de préparation physique généralisée pour quelqu'un qui fait du CrossFit pour un autre sport. Bonsoir, le CBD pour la récup. J'en ai aucune idée. Je sais qu'il y a des capteurs, des récepteurs cannabinoïdes dans le corps et que quand on les stimule avec du CBD, normalement, ça fait du bien. Ce que je sais, c'est que ça vient surtout du cannabis. Et en général, les sportifs de haut niveau qui fument du cannabis, c'est plutôt pour se détendre en fait, parce qu'ils sont stressés. Donc je pense pas qu'ils soient devenus sportifs de haut niveau parce qu'ils fumaient des joints, mais je pense que les joints les détendaient. Donc à la limite, vaut mieux fumer un joint peut-être que prendre des trucs, des huiles de CBD et tout ça. Je suis pas convaincu de l'effet, mais j'ai jamais essayé, hein. J'ai jamais essayé, mais je pense pas que ça va changer la face du monde que t'en prennes ou pas en fait. Je pense pas. Encore une fois, ça fait partie des compléments alimentaires ou des astuces, et ça représente pour moi que 5% de la progression. 95%, c'est le travail, la programmation, l'alimentation, le sommeil. Donc voilà, toujours Pareto quoi. C'est toujours ce qui sert et ce qui sert pas. Et le CBD, ça va pas te révolutionner si tu manges comme une merde, si tu dors mal et que tu as un programme d'entraînement qui n'est pas fait pour tes objectifs. Donc CBD, oui, si ça t'apporte, oui. Est-ce que tu es sûr que c'est ça qui t'apporte? Ou est-ce qu'il n'y a pas d'autres trucs que tu pourrais améliorer et qui auraient plus d'impact que juste 5%? À voir. Comment optimiser sa perf en s'entraînant le matin à 7h du mat niveau nutrition? Le faire à jeun. Voilà, parce qu'à moins que tu aies envie de te lever à 4h du mat pour prendre ton petit déj à 4h30 et avoir digéré à 7h, il vaut mieux y aller à jeun, manger après. Comme ça au moins ton corps qui est déjà en train de se réveiller à 7h du mat, il n'a pas en plus à gérer la bouffe qu'il y a dans ton ventre. Donc à jeun, c'est le mieux. Il y a une durée définie au protocole de PM ou c'est en fonction des résultats? J'ai jamais lâché personne que j'ai pas réussi à traiter en 8 semaines. Donc on part pour 8 semaines. Et puis si ça marche pas, on reste en contact, on continue et on essaie de trouver la solution. Qu'est-ce qui pourrait expliquer une douleur invalidante au niveau du poignet lorsque la barre est en overhead squat? Je ne peux pas te répondre. Je ne te connais pas. Je ne connais ni ton passif au niveau de tes poignets, ni ton passif au niveau de tes épaules, ni ta technique. Parce que souvent, vous avez un overhead squat, surtout les filles, en étant complètement cambré. Ce qui fait que vous tirez de trop sur vos épaules et que ça se répercute dans votre poignet parce que la barre est mal placée. Mais ça vient pas du tout du poignet. Ça vient d'une technique très pauvre en termes d'overhead squat. Donc, sans voir ton mouvement, je ne peux pas te dire d'où ça vient. Ça peut venir même des muscles fessiers qui serait totalement désengagé et qui ferait que ta trajectoire en descendant l'overhead squat serait pourrie. Donc est-ce que ça vient aussi de ta mobilité de cheville qui est nulle et qui fait que tes genoux peuvent pas avancer? Est-ce que tu imagines la quantité de choses dont ça peut venir? Je ne peux pas te répondre. Désolé, il y a beaucoup de choses. Mais par contre, ce que je sais, c'est qu'en analysant, on peut trouver la solution. Ça, c'est clair et net que ça se trouve la solution. Mais il faut analyser, on peut pas répondre comme ça. Mika Bodyfit, tu es beau. Mika, c'est faux. C'est faux. Tu m'as déjà vu bien plus beau quand on était en costard cravate au mariage de notre ami. On était bien plus beau. Mais toi en ce moment tu es moins beau parce que tu fais plein de travaux. Mais par contre ce que tu fais est beau. Donc je te remercie.
Et j'invite tous les gens qui veulent prendre une leçon de design, d'aménagement d'intérieur, à venir à la réouverture de CrossFit Fréjus le 11 mai. Parce que ça sera digne des plus beaux Airbnb du monde. Ce que fait Mika pendant le confinement depuis 1 mois et demi va mettre en PLS la France entière en termes de design. Donc voilà, je ne suis pas beau, mais toi ce que tu fais est beau. Et je t'aime. Voilà. Salut, salut, ce serait cool d'enregistrer la vidéo. Il y a koh ce soir, merci d'avance. Alors, toi, pour ce commentaire, je pense que tu seras banni de mes réseaux sociaux. Voilà, je ne sais pas qui tu es, mais je pense qu'à l'issue, donc je retiens ek.ek-8d. Toi, je pense que si tu ne vois plus Guillaume Guillou sur ton Instagram dans quelques minutes, c'est que tu auras disparu à tout jamais. Que penses-tu du système StrongFit de Julien Pineau? Julien Pineau a réintégré un peu de rotation interne dans un sport du CrossFit profondément à rotation externe. Quoi? Oui, tout ce qu'on fait en haltérophilie tout ce qu'on fait en haltérophilie avec des barres en CrossFit, qui est un objet omniprésent, se fait en rotation externe des épaules. Et Julien Pineau a remis un peu de strongman en rotation interne. Il a une approche très intéressante, c'est quelqu'un de très intéressant. Voilà. Après, est-ce qu'il faut chercher pendant qu'on snatch un torque interne au niveau de la barre? J'ai discuté avec Benjamin Hennequin, j'ai discuté avec des très grands haltérophiles mondiaux, ils m'ont jamais parlé de torque. Donc, voilà. Que penses-tu de la prise de créatine à faible quantité? Je sais pas, j'ai essayé, ça me fait chier partout. Moi, quand je prends 5 grammes de créatine, dans les 10 minutes, je vais chier. Donc, je connaissais un mec qui était à fond sur la créatine et qui disait que c'était trop bien. Et j'ai essayé toutes les manières d'en prendre et j'ai fait que me chier dessus. Voilà. Donc si tu as envie de prendre de la créatine et que ça te fait du bien, c'est bien. Mais encore une fois, je rappelle que l'ensemble des compléments alimentaires ne représente pas plus de 95% de 5% de l'impact de votre alimentation. Et je ne suis pas sûr que tu ne peux améliorer ton alimentation qu'en ajoutant de la créatine. Je pense qu'il y a beaucoup d'autres choses que la créatine sur lesquelles tu peux te concentrer pour t'améliorer. Autre question, les amis? Aucun problème, CrossFit Lolonois. Tu es le bienvenu dans la secte des gens qui sont passés par protocole de PM et qui n'ont plus de douleur. Mais attention, une fois que tu n'auras plus de douleur, tu devras expliquer à tout le monde que je suis le plus grand et que je t'ai sauvé. Et je ne sais pas si tu es prêt à ça. Autre question, les amis? Oui, oui, créatine HCl, j'ai essayé, ouais. Ouais, c'est la même, hein. Ça change rien. Mm. Séance d'haltérophilie après le squat everyday où t'es éclaté. Non, non, je continue de l'haltéro, tout va bien. Je viens de faire un gros complexe tout à l'heure tranquille en power clean et hang power clean, zéro souci. Mais tu vas essayer squat everyday. Encore une fois, faut que je regarde quel est ton profil parce que là je reconnais pas ton nom. Mais lance-toi sur squat everyday. Mais j'espère que tu sais ce que tu fais. Hein. Parce que se lancer c'est bien, mais atterrir c'est plus difficile. Hein. À quand le 185 en back squat? Eh Jimmy, tu suis pas, je l'ai fait la semaine dernière, là, respecte-moi. Je l'ai fait, mais avec des chaussures. Et sans ceinture. Là, je vais essayer d'aller faire mais je l'avais 185 tout à l'heure, mais ma technique, je serais passé un RPE 10, c'est pas 9. Donc je l'aurais subi demain. Donc non, mais t'inquiète, semaine prochaine, 185 pieds nus, frérot.
Putain, Gigi Coach, merci pour ce méga commentaire gentil. Est-ce que j'ai une bibliographie? Oh, là, tout de suite, non. Je vais pas avoir de bibliographie à te donner. Parce que moi, j'ai fait beaucoup plus de formations que ce que j'ai lu de livres. Même si tu vois la quantité de livres sur l'entraînement que j'ai mis à disposition dans ma box hier, tu vas kiffer. Donc de bibliographie, vraiment non. Mais par contre, je te conseille surtout d'aller en présentiel faire des formations. Ça, je t'invite vraiment à te renseigner là-dessus. Comment peut-on voir la vidéo où tu parles d'alimentation? We Are Athletic, onglet coaching, et vous trouverez le replay sur l'alimentation. Que penses-tu des zones d'interférence en préparation physique? Je comprends pas ce terme, c'est trop compliqué pour moi. Je dois pas être assez intelligent. Mais je peux pas t'aider sur les zones d'interférence en préparation physique puisque je ne sais pas de quoi tu parles. Pour moi, une zone d'interférence, c'est un endroit où tu captes pas, la 4G. Donc je peux pas t'aider. Est-ce que je vais refaire une liste de toutes les formations que j'ai pu suivre? Ouais, je pourrais. Je pourrais, mais quand je le fais, il y a toujours un connard qui vient commenter que je me la raconte. Donc je le fais plus. Mais un jour, je m'amuserai à mettre date to date toutes les formations CrossFit que j'ai fait, toutes les formations privées que j'ai faites. Et puis voilà, si vous arrivez à lire jusqu'à la fin, vous serez des gens bien. Quels sont les bénéfices à squatter pieds nus? Les chaussures désactivent 1. Les capacités du capteur podal. 2. Le travail de ventouse de la voûte plantaire. Donc ça entraîne d'avoir des pieds plats et des pieds inactifs. Le fait de squatter pieds nus, c'est très simple. Comme le pied est directement en contact avec le sol, c'est soit il s'active, soit tu t'écrases. Donc il y a un énorme bénéfice à squatter pieds nus. Et tous les gens qui ont fait, suite à mes stories, à mon travail, une remise en question et qui se sont mis à squatter pieds nus, le premier truc qu'ils disent, c'est « Waouh, con l'enculé, comment ça travaille ?» Donc je vous invite à squatter pieds nus. Est-ce que j'ai des livres à conseiller en développement personnel? Non. Encore une fois, j'ai pas de livre à conseiller là tout de suite. Mais perdez pas de temps à lire des livres. Écoutez Cooper. K-O-O-B-E-R. Vous allez... Putain, je vais leur demander des ronds à Cooper avec la pub que je leur fais. Mais c'est un truc qui rend intelligent. Il y a des livres audio, vous n'avez pas besoin de les lire, vous les écoutez en bagnole et vous gagnez du temps. Par exemple, travailler force et endurance dans la même séance. Mais si tu fais du CrossFit, Duncan, tu fais de l'endurance et tu fais de la force dans la même séance et ça pose aucun problème. J'ai appris en STAPS pendant 3 ans que on pouvait pas gagner d'endurance quand on faisait de la force, et quand je suis arrivé en 2012 et qu'il y avait que 4 salles en France et que j'arrivais de New York où j'avais passé le level 1 et que j'ai commencé à développer le CrossFit, la fac de sport de Toulon s'est foutu de ma gueule. Les gens que j'ai eu en cours au BP me disaient que ce que je faisais c'était de la merde, sauf qu'aujourd'hui je squatte plus lourd et je cours 10 km plus vite que tous ces gens-là réunis. Donc il faut arrêter un moment de là, ce que tu me parles, c'est la préparation physique de l'époque de avant Jésus-Christ, en fait. Tu me parles de la préhistoire de la préparation physique. Et s'il y a toujours un mongol qui te dit que travailler endurance et force dans la même séance, c'est pas possible et tu perds sur l'un et sur l'autre, il faut que ce mec-là ferme sa gueule. Clair et net. Il faut qu'il ferme sa putain de gueule. Voilà. Les gens qui disent « Oui, mais si je fais de la force et de l'endurance dans la même séance, je vais perdre sur les deux. » Il faut qu'ils ferment leur gueule. Quand tu t'appelles Benjamin Hennequin, que tu squattes 300 kilos et que tu prépares les JO, évidemment, là, tu es dans un niveau tellement spécialisé qu'aller faire un footing, c'est contre-productif. Mais Jean-Michel, le doctorant stapsien, et l'autre mec que tu vas croiser en formateur BP, il y en a aucun que c'est des haltérophiles ou des forceux de très grand niveau, et c'est surtout pas des Kenyans qui sont en championnat de France du 10 km. Donc il faut arrêter un moment, et pour les gens qui sont normaux et qui sont non ultra spécialisés, c'est-à-dire que ça fait pas 10 ans qu'ils s'entraînent spécifiquement pour une épreuve et un seul type d'exercice, tout le monde peut développer sa force et son endurance côte à côte. Il faut arrêter. Oui, c'est clair que quand ça fait 20 ans que t'es en équipe de France d'haltéro, ben t'as pas beaucoup couru, quoi, parce que t'es un athlète giga spécialisé. Mais les gens que vous croisez dans la salle ou les gens lambda, ils sont pas spécialisés. Et tu peux prendre Jean-Michel, 47 ans, plombier chauffagiste, qui a jamais fait de sport de sa vie, et tu peux lui faire de la force et de l'endurance dans la même séance, et ce mec-là développera de la performance dans les deux. Pieds nus pour le squat. Non, alors sur l'haltéro, je vous conseille pas pieds nus parce qu'il y a une notion de saut.
Et donc, bah, taper pieds nus avec une barre lestée, ça va vous faire très mal. Mais squat, deadlift, front squat. Benton squat pieds nus. Je connais pas. Je sais pas qui est Benton, mais je pense que c'est quelqu'un de bien s'il squat pieds nus. De toute façon, en général, quelqu'un qui squat pieds nus, c'est quelqu'un de bien. Le CrossFit peut-il être utile pour les sports de combat en PPG? C'est comme ça que je suis arrivé au CrossFit. J'ai eu un club de free fight pendant 3 ans au Palais des Sports de Toulon à une époque où on était encore à l'UFC 80. Donc en 2009, 2010. Je faisais des stages de MMA, j'ai passé le brevet de moniteur fédéral 2e degré de boxe thaïlandaise et j'ai le monitorat de la commission nationale de MMA qui était un diplôme qu'on pouvait passer à l'époque en 2012 où les formateurs étaient tous les gens qui ont permis au MMA de devenir légal aujourd'hui. Donc je peux te dire que le MMA ou du moins le CrossFit est la meilleure préparation physique pour les sports de combat, mais il faut savoir le faire. Il faut pas essayer de faire d'un fighter un crossfitter. Il y a des manières de faire. Autre question les amis? Et ouais Rich, j'ai rien appris en STAPS, j'en ai appris plus en 2 jours avec toi lors d'un training camp. Alors imagine si tu viens en coaching week mon gars. Imagine comme ton cerveau va exploser. Qu'est-ce que tu penses de Expertise 360? Expertise 360, il y a que des mecs super forts qui sont dans le business depuis des années, qui sont dans la préparation physique depuis des années. Ce que fait Expertise 360 est grandiose. C'est très bien. Buvez toute leur formation, mixez tout et faites-vous votre propre idée. Que penses-tu? Penses-tu que l'on peut être un mix de 2 morphotypes? Oui, tout à fait. Les morphotypes, ce sont des choses. Il y a des morphotypes intermédiaires en fait. Donc il y a ecto, méso et endo. Et puis il y a entre les deux. Donc entre ecto et méso et entre méso et endo. Donc oui, on peut être un mix entre deux. Autre question? Ah bien Clem. Bon mec. Ouais, je te dis, nous on voulait squatter que 2 jours par semaine pieds nus, finalement on a fait toute la semaine. Et bah, j'ai même des mecs qui ont fait des PR. Donc c'est pour te dire à quel point c'est bien. Bon les amis, il n'y a plus de questions. Je tenais à vous remercier parce qu'on vient encore d'éclater un live de plus de 1h30 où il y a un monde fou. Hein. Tout à l'heure on est monté à 130, là on est toujours 88, il est 21h30 et pourtant il y a koh. Donc on s'en refera un, d'accord. Je vous propose qu'on s'en refasse un la semaine prochaine. Donc préparez-moi des bonnes questions et on se fera le dernier live avant la fin du confinement. Prenez soin de vous. Les salles vont réouvrir en extérieur. Mais l'entraînement de base en salle, c'est pas pour demain. Prenez soin de vous. Prenez aussi de quoi vivre votre passion chez vous. Je vous conseille d'investir dans un mini matériel. Il n'y a pas besoin d'investir des tonnes, mais au moins que vous puissiez. Ah, c'est que ça bug. Là, vous m'entendez là? Là, c'est mieux. Ouais, ça a bugué à quel moment? Il y a quelqu'un qui peut me dire quand ça a bugué là? Ah ok. Ça a bugué à partir de quand? Ah merde, putain, ça a bugué jusque là. Donc j'expliquais, il y a 3 morphotypes. Ecto, méso, endo. Et donc il y a un intermédiaire entre chaque.
Donc il y a intermédiaire entre ecto, méso et entre méso et endo. Donc oui, on peut faire partie de deux morphotypes. Je vais essayer de me mettre sur l'Ironman de septembre. Donc, mais ça va surtout dépendre du déconfinement, hein, parce qu'actuellement, on parle que jusqu'à septembre, il n'y aura pas de rassemblement de plus de 5000 personnes. Je sais pas comment ça peut faire. C'est bon, vous l'avez eu le brief sur les morphotypes là? Oui, non? Ah, Caro m'envoie un pouce. Ça veut dire oui? Ah, Duncan m'envoie un pouce. Donc c'est que c'est bon, ça a dû passer. Ouais, je vous disais, il y a plus trop de questions, donc on va couper. Ça fait encore 1h30 qu'on a encore un live de plus d'1h30. On est monté à 100 et quelques. On est resté 90 de moyenne, c'est beaucoup. Merci de votre intérêt pour mon travail. Merci de le faire connaître aussi, ça me fait plaisir. Et puis bah écoute, on se refait la semaine prochaine si vous voulez. Ok? Préparez vos questions et on se fera un dernier live avant le confinement. Et je vous disais donc que le confinement, je sais pas combien de temps ça va durer et ça va sûrement reconfiner derrière. Ça va sûrement être très compliqué. Donc je vous conseille de créer vos armes. Vous trouvez un petit endroit pour vous entraîner avec vos potes en dehors de la salle et voilà. Parce que il faut pouvoir s'adapter. Et des fois, juste avec un rack à squat et du poids, on peut garder le rythme et continuer à s'entraîner. Qu'est-ce que je pense du régime zone? Ce sera la dernière question pour aujourd'hui. Régime intermittent. One meal a day. Je ne peux pas te dire qu'est-ce qui te correspond puisque je ne te connais pas, Ninis. Donc encore une fois, toute réponse sans analyse préalable est un mensonge. Le mec qui te dit ouais toi faut que tu fasses le jeûne intermittent alors qu'il te connaît ni Nadan ni Dev et qu'il a rien analysé de ce que tu voulais, de ce que tu étais, de ce que tu avais fait avant, c'est un menteur. Le one meal a day, alors ça je risque pas du tout d'être d'accord, hein, bien évidemment, mais le régime intermittent, moi je l'ai fait et j'ai trouvé ça super bien. Bon, j'ai pas réussi à tenir sur le temps parce que ça me fait perdre trop de masse musculaire, mais par contre c'est là que je suis le plus performant en termes d'intensité puisque je m'entraîne le ventre vide, c'est là que je me sens le mieux. Donc ouais, j'ai une bonne expérience sur le régime intermittent. Et là, j'ai une fille qui voulait perdre du poids et je l'ai mis là-dessus et elle est très 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 contente. Voilà. Bon, merci à tous les amis et à la semaine prochaine, ok? Je vous aime. À plus tard. Bye bye.